Parfois, un voyage, c'est bien plus qu'un simple déplacement. C'est une véritable ascension à la fois physique et, on pourrait dire, philosophique. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un lieu vraiment à part, perché tout en haut d'une montagne. Un lieu qui nous invite à observer le monde en bas, bien sûr, mais surtout le monde qui est en nous. Alors, tout commence par une marche. Le sentier qui mène au sommet du Salève, ce n'est pas une simple promenade du dimanche, c'est un effort, un vrai. Et ce n'est pas un hasard. L'idée, c'est que la montée elle-même fait partie du processus. Elle nous prépare. Quand le corps travaille, quand chaque pas demande de l'attention, eh bien petit à petit, le bruit dans la tête, il commence à se calmer. On va donc commencer par là, par cette ascension. C'est une belle métaphore, en plus d'être un défi physique. C'est la première étape pour laisser l'agitation de la vallée loin derrière. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de fondamental. Très vite pendant la montée, on s'en rend compte. Quand chaque bouffée d'air devient précieuse, l'esprit n'a plus vraiment le luxe de s'égarer dans les pensées inutiles. Tout ce qui est superflu devient d'un poids, littéralement. Alors, on le laisse tomber, pas après pas. À la fin, il ne reste que l'essentiel, le pas qu'on est en train de faire, la respiration et l'attention qu'on y porte. Et puis, une fois au sommet, l'esprit un peu plus clair, on le découvre. Le monastère. Il n'y a pas de grand panneau, il ne crie pas sa présence. Il est juste là, posé au-dessus des nuages, comme s'il attendait tranquillement qu'on le trouve. Le contraste est assez incroyable. De l'extérieur, on voit un bâtiment sobre, presque banal, qui se fond dans le paysage de montagne. Et puis, on pousse la porte, et là, c'est un tout autre univers. Un temple vibrant, rempli de couleurs, de détails et d'une sérénité qu'on peut presque toucher. C'est vraiment l'image de la perle cachée. Ce lieu, il a une histoire assez récente, mais déjà très forte. Il a ouvert ses portes en 2010, et à peine un an plus tard, en 2011, il a été inauguré par le Dalai Lama lui-même, ce qui est une reconnaissance immense. Puis en 2013, il a obtenu le statut officiel de congrégation en France. Bref, il est bien ancré, bien légitime. Et ce nom, il a été donné par le Dalai Lama, et il dit tout. Le jardin de la roue du Dharma pour l'éducation et la pratique. Ce n'est pas juste un lieu de prière, c'est un jardin. Un endroit où l'on cultive quelque chose. Et ce qu'on y cultive, c'est la connaissance, la compréhension. Comment ? Eh bien par l'éducation et la pratique. Le mot-clé ici, c'est vraiment éducation. Alors justement, allons voir ça de plus près. Au-delà du lieu, au-delà de l'histoire, quelle est la philosophie qui fait vivre cet endroit ? On passe du physique, de la montagne, au métaphysique, on va dire, pour explorer la voie qu'on y pratique. Le monastère appartient à l'école Gelug. C'est une des traditions majeures du bouddhisme tibétain. Et ses piliers, pour faire simple, ce sont la clarté de la pensée, la rigueur de la logique et une très grande discipline de l'esprit. C'est une approche très structurée, qui est d'ailleurs rattachée à la grande université monastique de Trepong Gomang. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. L'idée ici, ce n'est pas de croire sur parole. Le bouddhisme est présenté comme une technologie. C'est un mot fort, Ça veut dire un ensemble d'outils, de méthodes très pragmatiques pour observer, pour comprendre et finalement pour travailler avec son propre esprit. C'est presque une science de la conscience. Et cette approche nous amène à une question centrale mais souvent un peu mal comprise. Au cœur de cette technologie de l'esprit, il y a le concept de vacuité. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement la vacuité ? Alors là, attention, c'est crucial de ne pas se tromper. La vacuité, ça ne veut absolument pas dire « rien n'existe ». Ce n'est pas du nihilisme, non. La vision est bien plus subtile. C'est l'idée que les choses, et nous y compris, n'ont pas d'existence solide, permanente, indépendante du reste. Tout est interconnecté, et tout est en changement constant. L'image des drapeaux de prière est une métaphore parfaite pour ça. Les drapeaux, bien sûr qu'ils existent. On les voit, ils ont des couleurs, une forme. Mais ils ne sont jamais figés. Ils sont définis par leur danse avec le vent. Ils n'ont pas d'essence de drapeau, fixe, indépendante de l'air qui les fait bouger. Eh bien pour tout le reste, c'est un peu la même chose. Bon, c'est bien beau tous ces concepts, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on vit avec ça ? C'est là qu'on passe à l'application pratique. Et cette pratique, elle ne se passe pas seulement sur un coussin de méditation, loin de tout, mais bien au cœur de nos vies de tous les jours. Ça, c'est un point vraiment essentiel. Le but n'est pas de s'échapper, de fuir les difficultés du quotidien, c'est tout le contraire. Il s'agit de voir chaque moment de la vie ordinaire, chaque interaction, chaque frustration, chaque joie aussi, comme une occasion de mettre cette compréhension en pratique. Notre vie de tous les jours devient notre laboratoire. Et avec une pratique patiente, sur le long terme, une transformation s'opère. Le « je », auquel on s'identifie si fort, devient moins rigide, moins sur la défensive. Les pensées, on apprend à les voir passer sans qu'elles deviennent des ordres à exécuter immédiatement. Les émotions, on les ressent pleinement, mais elles ne nous définissent plus, elles ne sont plus une condamnation à perpétuité. Et de tout ça, émerge une sorte de liberté intérieure. C'est exactement ça.
Le véritable test, il n'a pas lieu quand on est tranquille en méditation. Il a lieu dans les embouteillages, face à une remarque qui nous agace ou quand on est fatigué. La sérénité dans un temple, c'est une chose. Arriver à en garder une trace au milieu du chaos du quotidien, voilà le vrai défi et le vrai but. Pour finir, on va essayer de relier les deux. La vue spectaculaire qu'on a depuis le sommet de la montagne et la nouvelle perspective que cette voie nous offre sur notre propre paysage intérieur. Notre culture nous pousse souvent à construire un moi très solide, très performant, qui doit tout contrôler. Et cette philosophie nous dit, attention, c'est justement cette illusion d'un jeu fixe qui est la source de beaucoup de nos tensions. La liberté, elle ne vient pas en renforçant encore et encore ce jeu, mais en réalisant sa nature fluide, sa nature interconnectée. Et il y a un avertissement essentiel dans cette tradition, une sorte de garde-fou. La spiritualité, ça ne doit jamais devenir une nouvelle décoration pour l'ego. Si la pratique nous rend plus humbles, plus ouverts, plus simples, alors on est sur la bonne voie. Mais si elle nous fait nous sentir spécial, supérieurs ou plus éveillés que les autres, alors on s'est complètement trompé de chemin. Et on va finir sur cette pensée. Peut-être que le but d'un voyage comme celui-ci, que ce soit au sommet d'une vraie montagne ou au fond de soi-même, ce n'est pas de trouver toutes les réponses, c'est peut-être simplement d'apprendre à poser les bonnes questions et de commencer par un regard simple, direct et honnête sur ce qui est déjà là, en nous.